Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public. On est ensemble comme tous les jours pour donner du sens à l'actualité et aux mutations de notre société. 90 minutes et 2 questions seulement pour prendre le temps de les décortiquer. D'abord, quelle est l'influence des frères musulmans en France? Un rapport documenté par les services de renseignement affirme, selon le ministre de l'Intérieur, que ce mouvement veut instaurer la charia dans notre pays. Que pèse-t-il vraiment aujourd'hui? L'entrisme de l'islam radical a-t-il été trop longtemps sous-estimé? Est-il aujourd'hui exagéré à des fins politiques? Ce sera notre premier débat dans une minute. Et puis dans la seconde partie de notre émission, cette autre question, le conflit entre l'Inde et le Pakistan, deux puissances nucléaires, pourrait-il dégénérer? Ces pays voisins se déchirent depuis près de 80 ans pour le contrôle du Cachemire et un attentat dans la partie indienne de la région a ravivé les tensions. I say to the whole world. Je le dis au monde entier, l'Inde identifiera, poursuivra et punira les terroristes et ceux qui les soutiennent. Nous les poursuivrons jusqu'au bout de la terre. L'esprit de l'Inde ne sera jamais brisé par le terrorisme. Après d'intenses combats aériens dans lesquels un Rafale indien aurait été abattu, un cessez-le-feu fragile tient depuis quelques jours. Faut-il craindre un embrasement de la région? Réponse dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, donc, ce rapport de 73 pages remis à Bruno Retailleau sur les frères musulmans. Pour en connaître les premiers éléments, il fallait lire Le Figaro ce matin. Jonathan Dupriez. C'est un rapport hautement sensible. Révélé par Le Figaro aujourd'hui, il brosse sur 73 pages un tableau alarmant de l'influence des frères musulmans dans l'Hexagone. Le document remis à Bruno Retailleau doit être présenté demain à l'Élysée. Nous avons demain un conseil de défense qui sera présidé par le président de la République. Mais dans ce rapport, il est établi que clairement, cet entrisme islamiste est une menace désormais à la fois pour la République, pour nos principes républicains, mais aussi pour notre cohésion nationale. Dans le détail, le rapport chapeauté par le renseignement conclut à un risque frériste dans le pays. Une influence grandissante de la confrérie qui s'exercerait via certains lieux de culte musulmans. 139 sont identifiés, soit 7% du total. Autre point d'entrée décrit, les écoles confessionnelles et autres associations caritatives, dépeintes comme un vivier de prédicateurs. Mais les spécialistes de la question, comme le chercheur Franck Frégosi, appellent à la nuance et à ne pas confondre l'idéologie frériste et l'islam radical. Il y a une confusion qui est faite systématiquement entre la mouvance des frères musulmans et l'islam radical. J'ai l'impression que les rapporteurs ont plutôt privilégié une lecture qui établirait un continuum entre ce qu'ont été les frères musulmans dans les années 20 en contexte musulman majoritaire, ce que certains d'entre eux sont devenus dans l'espace européen, et ce qu'est aujourd'hui un défi véritablement, certaines formes de radicalisme violent se réclamant de l'islam. D'autres points sont abordés comme la quête de légitimation de la confrérie, de plus en plus occidentalisée, ou encore sa stratégie de dissimulation. Là encore, Franck Frégosi veut battre en brèche l'idée d'un complot frériste sous nos yeux. Dans le rapport, il est fait allusion notamment à une mécanique de fond, comme s'il y a véritablement un projet, je dirais, de type visant à structurer l'ensemble de la société et à faire en sorte que finalement on changerait la société française, ce qui ne correspond pas à la réalité sociologique observable sur le terrain. Censé permettre une prise de conscience, ces travaux sont présentés comme étant dans la droite ligne du discours d'Emmanuel Macron sur le séparatisme, prononcé au Mureaux en 2020. L'année suivante, le Parlement avait adopté la loi sur les principes et valeurs de la République, créant notamment un délit de séparatisme et favorisant une meilleure transparence des cultes. Quelle est l'influence réelle des frères musulmans en France? On en débat avec André Reichardt. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes sénateur LR du Bas-Rhin et vice-président de la Commission des Affaires européennes. Bernadette Sauvaget, bonsoir et bienvenue. Vous êtes journaliste à Libération en charge des religions. Myriam Benrad, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes politologue, professeur de relations internationales à l'Université internationale Schiller à Paris. Et vous publiez Mécanique des conflits aux éditions Le Cavalier Bleu. Et évidemment, j'accueille Sophie Dravinel. Bonsoir Sophie, éditorialiste politique. On va donner quelques-uns des chiffres de ce rapport, révélé donc par nos confrères du Figaro ce matin. 139 lieux de culte affiliés aux musulmans de France, ça représente 7% des lieux de culte musulmans dans notre pays. 91 000 fidèles le vendredi en moyenne. Il y a également cité le fait qu'il y ait une vingtaine d'établissements scolaires affiliés. Les musulmans de France, c'est le nouveau nom de l'UOIF, l'Union des organisations islamistes de France. André Reichardt,
déjà, je ne sais pas si vous l'avez eu entre les mains, le rapport définitif, parce que c'est un peu l'Arlésienne, quoi. Les journalistes ne l'ont pas eu, le Figaro en révèle certains passages. Un, est-ce que vous l'avez eu entre les mains? Deux, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, je ne l'ai pas eu entre les mains, bien sûr. Oui. Les parlementaires n'ont pas encore eu cette information, puisque ça va passer demain matin en Conseil de défense. Conseil de défense, oui. Voilà. Ce que j'ai eu entre les mains, c'est le Figaro. Voilà. Oui. Et ça, effectivement, c'est assez clair. Alors, qu'est-ce que ça m'inspire? En fait, pour autant, encore une fois, qu'on puisse faire confiance au Figaro, il n'y a pas de raison, mais c'était même s'il était important, c'était un petit article quand même, qui n'entrait pas dans les détails. Moi, globalement, ce que je veux dire, c'est que ça ne m'a pas franchement étonné. Ce que j'ai lu là ne m'a pas franchement étonné. Pour une raison essentielle, c'est que j'ai commis en 2016, donc il y a déjà 9 ans, avec différents collègues sénateurs, sous la présidence d'une sénatrice socialiste, Corinne Ferret, j'étais co-rapporteur avec Nathalie Goulet, qui, elle, est particulièrement centriste, qui est particulièrement experte en la matière, un rapport qui s'appelait déjà à l'époque « Comment passer d'un islam en France à un islam de France ». Et on mettait double point, quelque chose du type établir la transparence et lever les ambiguïtés. Oui. Et c'est exactement ce que j'ai retrouvé dans cet article. On y reviendra sur ce travail que vous aviez effectué à l'époque, évidemment, mais je voudrais que chacun puisse nous donner chacune son avis. Vous avez, Bernadette Sauvaget, enquêté sur les frères musulmans pour Libération à de nombreuses reprises. Peut-être... C'était à quelle époque? Qu'est-ce que vous savez de leur influence actuelle? Parce que c'est ça la question qu'on se pose. Oui. L'influence actuelle des frères musulmans. Alors moi, je dirais que c'est une organisation... Alors, je n'ai pas lu le rapport, je n'ai lu que le papier du Figaro. Donc, voilà. Et de toute façon, le rapport qui sera rendu public est un rapport qui sera déjà expurgé, déclassifié, parce qu'il est déclassifié. Donc, parce qu'il y a des noms qu'on ne veut pas citer. Oui, mais je trouve que finalement, on arrive à des choses où c'est difficile de débattre sur des données qui sont repassées à la moulinette. Oui. Et qu'est-ce que vous, qui travaillez sur ces questions, voilà, vous en savez? Moi, ce que je dis, c'est... Alors, je suis évidemment... ce qu'il faut dire, moi, je ne partage absolument pas la vision du monde des frères musulmans. Je crois qu'il faut qu'on soit clair, pour pas qu'il y ait de procès, d'intention, de je ne sais quoi. Et voilà, j'étais moi-même la cible, à certains moments, de mon travail de journaliste, de campagne virulente sur les réseaux sociaux. Ce que moi je dis, et ce que je crois que vraiment les gens qui connaissent bien ce qui s'appelle le musulman de France, c'est-à-dire la branche française, même si ils disent que non, la branche française de la confrérie, elle est en déclin. Le travail, l'influence des frères musulmans, c'est essentiellement entre 1985 et 2005. Il y a 20 ans, là où ils réislamisent les deuxième et troisième générations, c'est-à-dire les enfants et les petits-enfants des primo-migrants. Mais depuis 2005, l'influence de musulmans de France, de l'ex-UOIF, a été contrecarrée par l'émergence très forte des mouvances salafistes. Je veux dire, oui, donc ça ne veut pas dire que l'islam radical est forcément en déclin, mais c'est pas la branche frères musulmans. Il faut bien distinguer de quoi on parle. C'est exactement ce que disait Franck Frégosi. De quoi on parle? Si on parle de l'islam radical, si on parle de mouvance frériste, mais alors là, ça devient extrêmement flou, ou si on parle des frères musulmans. C'est trois étages qui sont complètement différents. On va essayer de partir... La confrérie... musulmans de France, même s'ils disent qu'ils ne sont pas... Qui est la branche des frères musulmans, même s'ils s'en défendent. Même s'ils s'en défendent, ils disent à chaque fois non, parce qu'effectivement, ça ne se recoupe pas totalement, mais bref, elle est en déclin. La grande période d'influence de cette mouvance-là, c'est 90-2005. Vous nous l'avez dit. Et alors, on va essayer justement, nous, même si on n'a pas eu le rapport définitif entre les mains, de serrer, c'est-à-dire de commencer à en parler des frères musulmans, et puis peut-être aussi quand même de se poser la question plus générale de l'islam radical, même si c'est sans doute assez difficile d'y répondre. Peut-être qu'on peut faire un peu d'histoire, Myriam Benrad. Les frères musulmans, ça part d'où? Ça part de l'Égypte dans les années 20, c'est ça?
Oui, alors initialement, les frères musulmans, la confrérie des frères musulmans, c'est un projet politique dissident, en opposition d'abord aux Britanniques, qui occupent l'Égypte, en opposition ensuite aux régimes post-coloniaux qui vont suivre l'indépendance de l'Égypte, ils vont s'exporter ailleurs dans le monde musulman, dont la bande de Gaza, pour accoucher plus tard du Hamas. Ailleurs, en Irak, en Syrie, enfin, ils ont fait des petits à peu près partout. Tout d'abord, en jouant beaucoup sur cette idée de lutte anticoloniale qui devait restaurer finalement l'identité des musulmans contre les influences occidentales et leurs alliés, donc les régimes dans la région. C'est devenu une mouvance quand même très, très importante. Alors là, je pense que vous avez abordé une question qui soulève déjà un premier questionnement à mon sens. Est-ce qu'on peut vraiment parler de branche française? Parce que ça a toujours été tout de même une mouvance transnationale, les frères musulmans. Et d'autant plus que vous avez aussi mentionné les réseaux sociaux qui transnationalisent les causes. Je donne un exemple. Où sont les frontières entre toutes ces factions, finalement, entre tous ces mouvements? Je voudrais juste... Moi, j'ai donné une anecdote très simple. Il y a un certain nombre de djihadistes là, français qui s'étaient radicalisés, qui ont été impliqués dans des attentats, dont on sait qu'ils n'étaient pas nécessairement en contact initialement avec Daesh directement, mais qu'ils avaient été séduits par un certain discours porté par ces mouvances qui sont toutes issues quand même de l'islam politique, donc d'une certaine idéologie en rupture. Là, je suis quand même assez d'accord avec l'idée de rupture, et notamment en rupture avec l'État, que ce soit l'État au Moyen-Orient ou l'État partout ailleurs. Alors, je voudrais quand même qu'on se mette un peu au niveau de nos téléspectateurs qui se disent de quoi on parle. Quand on parle d'entrisme des frères musulmans, et pardon d'amalgamer, je sais bien que je vais être critiqué par plein de gens, mais ou de l'islam radical. Sophie, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait dire que c'est le ministre de l'Intérieur qui essaye d'accaparer la lumière, mais il est soutenu par l'Élysée. Il y a eu une sorte de briefing des journalistes cet après-midi, oui, absolument. C'est ça ? Il y a eu un briefing off, comme il y en a très régulièrement sur beaucoup de sujets, mais en tout cas, ce qui est sorti de cet échange avec les journalistes, c'est qu'il y avait une vraie préoccupation au cœur de l'État, au sein du gouvernement et à la tête de l'État avec Emmanuel Macron qui organise donc demain ce Conseil de défense dans lequel évidemment ce rapport trouvera plus que sa place. Et donc il y avait en tout cas chez nos interlocuteurs la volonté de montrer qu'il y a eu du travail de fait. Face à une inquiétude réelle ou présumée des Français, ils voulaient donner le sentiment qu'il y avait quelque chose qui était fait et que les Français n'étaient pas, pour ceux qui sont inquiets, qu'ils n'étaient pas laissés seuls avec cette inquiétude. Et donc avec beaucoup de chiffres qui nous ont été donnés, et notamment 741, alors peut-être 2 ou 3, mais en tout cas 741 établissements fermés, temporaires ou définitifs, des écoles jusqu'au débit de boissons, en passant par les centres culturels, associatifs, etc. Il y aurait aussi 500 personnes mises en cause, des poursuites pénales pour 280 pour des propos apologétiques. Il y a dans des opérations de contrôle 12 millions d'euros de redressement. Et encore la volonté de montrer que l'inscription des personnes qui ont été mises en examen ou condamnées pour des infractions apologétiques sont bien inscrits au fichier terroriste. Donc, apologétique, ça veut dire quoi? Des propos d'apologétique. L'apologie, c'est quand on fait l'apologie d'une religion, d'un dieu, d'une croyance. Merci beaucoup. Et que, voilà. Et en tout cas, l'État a voulu montrer... Pour tout le monde. Voilà. Et l'État a voulu montrer qu'il y avait 1000 personnes qui avaient été inscrites sur ce fichier entre 2017 et 2025. Et aussi des contrôles effectués dans les écoles avec la scolarité à 3 ans, dès 3 ans, atteinte à 100%, sauf en Guyane et à Mayotte. La volonté de dire que dès la petite enfance, les enfants ne sont plus déscolarisés, ou enfin sont remis dans le système de l'État. On lutte contre une forme de déscolarisation. Voilà. Bon. Et donc ça, c'est cette volonté de l'État de montrer son action en la matière. Alors, je vais vous redonner la parole. Évidemment, on a toujours le temps sur ce plateau, donc vous inquiétez pas. Mais il y a un mot, quand on parle de frères musulmans, il y a un mot qui est souvent associé, c'est le mot entrisme. Il est d'ailleurs utilisé par l'ancien directeur général de la police nationale, qui est aujourd'hui vice-président LR de la région Île-de-France, Frédéric Pechnard. Avec l'islam radical, on a deux inquiétudes. C'est d'abord et avant tout naturellement le terrorisme, et puis ensuite, de manière beaucoup plus insidieuse, l'entrisme. Et finalement, les frères musulmans, c'est ce qu'ils font de l'entrisme. En France, autour des frères musulmans, il y a toute une myriade d'associations, de mouvements. Je pense notamment à l'ex-Union des islamistes de France, qui s'appelle maintenant les musulmans de France, qui pratiquent progressivement de l'entrisme et de l'islam radical, qui remettent en question systématiquement notre démocratie, notre république, et qui veulent imposer une république islamiste.
André Reichardt, l'entrisme, pour vous, ça signifie quoi? Soyons concrets. C'est le grignotage de l'espace public de façon globale, quel qu'il soit. Ça peut être naturellement, on vient de le dire, des associations, de plus en plus, dans tous les domaines des associations. Le sport, bien sûr, mais bien d'autres. Les associations culturelles, bien sûr, mais bien sûr aussi tout ce qui tourne autour des mosquées, des établissements cultuels, pour le coup. Mais également, beaucoup plus loin, l'entrée sur des listes politiques, quel que soit le parti concerné. Mais on voit bien que quelques municipalités, il y a eu, il n'y a pas si longtemps que ça, une plutôt grande commune du bassin parisien qui était... Garges-les-Gonesse. Voilà, citons-la. Donc on voit bien que, encore une fois, ces frères musulmans, moi je parle des frères musulmans, sont en recherche de légitimation, vraiment, de légitimation. C'est quelque chose qui se fait à bas bruit. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous dites, chère madame, ils sont en régression, j'en suis franchement pas sûr. Alors, c'est vrai que en parlant de la branche spécifique. C'est les chiffres, excusez-moi. 130 lieux de culte, c'est moins qu'il y a 15 ans. Donc moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Je veux dire, donc, pas tout mélanger. Non, mais est-ce que je peux vous dire qu'en même temps, il y a de la dissimulation? Je veux dire, non, mais il y a de la dissimulation. Écoutez, la taquilla, ça existe. Non, mais voilà, alors ça, c'est le grand argument. C'est quoi la taquilla? Quand on n'arrive pas à chiffrer, on dit, ben oui, non, mais parce que la taquilla, c'est la dissimulation. Voilà. Donc voilà, on dit qu'on n'est pas un frère musulman alors qu'on l'est. Voilà. Non, mais ça fait 25 ans que... Derrière ça, il y a cette idée d'une menace contre les valeurs de notre République ou la volonté d'imposer la charia en France. Et donc, cette idée, je reprends les termes du politologue qui était interrogé par Jonathan Dupriez, mécanique de fond. Voilà. Est-ce qu'il y a une action concertée, une mécanique de fond? Qu'est-ce que vous en savez? Moi, pour parler de ce que je connais, c'est-à-dire Musulmans de France, qui est effectivement, a priori, l'organisation qu'on peut le mieux connaître. Il est beaucoup plus difficile. Et moi, je trouve que ce serait très intéressant de s'y intéresser. C'est beaucoup plus difficile de s'intéresser à la mouvance salafiste, qui, elle, n'est pas organisée et qui est complètement éclatée. Oui. Donc, c'est extrêmement plus difficile. Que vous parlez de la même chose. Non, mais justement, on ne parle pas de la même chose. Je veux dire, c'est pour ça qu'on mélange systématiquement, et il ne faudrait pas mélanger. Je veux dire, quand on parle des frères musulmans, je suis désolée, on parle de musulmans. Mais est-ce qu'il n'y a pas le même objectif? Non. Qui consiste à imposer les règles du Coran dans l'espace public. Alors, moi, ce que je connais, c'est Musulmans de France. Le noyau dur, il n'a pas évolué par rapport à l'enquête que moi j'avais faite en 2017. 300-400 personnes. Ce sont des quinquagénaires, des sexagénaires. Alors moi, je veux bien, si 300 quinquagénaires et sexagénaires mettent en danger la République française, ça veut dire qu'elle est vraiment fragile. Donc, je ferme là pour un instant, parce qu'on va en reparler, la question frères musulmans. Est-ce que vous dites la même chose des salafistes? Moi, je trouve que ce serait beaucoup plus intéressant. D'abord, moi, je pense qu'il ne faut pas mélanger, parce que... On a bien compris. Ce ne sont pas des... Mais pourquoi les salafistes seraient plus dangereux que les frères musulmans? Moins dangereux. Non, j'en sais rien. Moi, je trouve qu'on met extrêmement l'accent sur les frères musulmans. Donc moi, je pense que ça pose une question politique. Pourquoi mettons... Ça, on y viendra. Pourquoi on met... Je vous poserai la question plus tard. Répondez à ma question sur les salafistes. Moi, je trouve que justement, on est en manque aujourd'hui. Parce que, en tous les cas, moi j'ai essayé, et c'est extrêmement difficile d'enquêter sur cette mouvance-là, qui est extrêmement éclatée, extrêmement, là, pour le coup, séparatiste, repliée sur elle-même. Voilà. Et les réseaux d'influence... En rupture de la République, vous diriez ? Moi, je ne sais pas si c'est en rupture de la République. En tous les cas, moi, je pense que la question du séparatisme, elle est essentiellement... Je ne sais pas ce que... Enfin, si on définit le séparatisme, le séparatisme, c'est-à-dire qu'on se met en dehors, on se ghettoise et tout ce qu'on voudra. Là, pour le coup, oui. C'est-à-dire qu'on a des circuits alimentaires, des librairies, des magasins de des écoles. Allez, je reprends la main. Si je comprends bien... salafistes ou frères musulmans. Voilà. Ça existe peut-être plus chez les salafistes aujourd'hui que chez les frères musulmans. Je vous redonnerai la parole tout à l'heure, mais je voudrais pardon. Oui, je voudrais vraiment que la parole puisse se distribuer un peu à
tout le monde. On parle quoi? On parle de la cohésion nationale d'une certaine façon, Myriam Benrad? Tout d'abord, il y a peut-être un problème de sémantique entre eux. Alors, qu'est-ce qu'un salafiste? Qu'est-ce qu'un frère musulman? Dans tous les cas, les deux groupes ont pour ambition de parler au nom de tous les musulmans. Parce que alors là, on parle du rapport. Moi, j'ai fait une petite recherche Internet. Oui. Ils ont vite réagi parce qu'ils ont déjà publié un communiqué en disant qu'il y a une chasse aux musulmans là, qui vient d'être lancée. Oui, alors ça, c'est toujours l'accusation d'islamophobie. Oui, et le problème, je suis désolée pour quand même travailler sur ces questions, c'est que si on a toujours l'accusation d'islamophobie qui pèse sur nos têtes parce qu'on dit que, par exemple, un pouvoir djihadiste a pris le dessus en Syrie, parce qu'on dit... On doit pouvoir dire attention à l'islam radical en France sans être taxé d'islamophobie. Je suis d'accord avec vous. Moi aussi, j'étais harcelée sur les réseaux sociaux comme madame, comme d'autres, et donc ma parole, en fait, aujourd'hui, elle est très compliquée sur ces questions, alors qu'on ne peut pas me taxer, là, pour le coup, ni de racisme, d'islamophobie, c'est un peu trop facile, et certains de mes collègues, là, commencent à... me faire peser ce type d'accusation qui me déplaît fortement. Donc, je vais vous répondre. Le contrat social. Oui, je vais vous répondre. Bien sûr, parce que dès lors que ces groupes qui sont minoritaires, enfin qui l'étaient et qui le restent, à mon avis, à l'échelle de la société, entendent parler au nom de l'ensemble des musulmans, qu'ils, comme je viens de le dire, privent un certain nombre de ces mêmes musulmans de la parole, qu'ils les invisibilisent, qu'ils en font une sorte de majorité silencieuse, on est déjà sur un projet quand même dominateur, qui vise à imposer une certaine lecture de l'islam, de ce qu'est être musulman, etc. Voilà, bon, moi je donne mon opinion. Je pense qu'on a, et excusez-moi, certains de mes collègues sont complètement impliqués là-dedans, empêché le débat, parce que je veux bien qu'on surdétermine la menace d'une part, mais si on empêche tout débat de l'autre en disant qu'on fait une chasse aux musulmans, il n'y a plus de débat, tout simplement. Sachant que ça doit être extrêmement difficile pour la communauté musulmane qui est majoritairement en souhait de ne pas être séparatiste, en ce moment, effectivement, de vivre aussi sous le joug de ces radicaux. Mais je vais vous répondre, madame, depuis les attentats djihadistes en France, je pense que beaucoup de musulmans n'osent pas s'exprimer. N'osent pas s'exprimer parce qu'ils sont en fait sous les pressions de tous ces groupes, on va dire, en tout cas s'ils ne sont pas radicaux, qui ont pris le dessus en termes de parole publique sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, mais la parole publique... c'est les réseaux sociaux, madame, en 2025. C'est pas que... Enfin, la République, elle n'est pas que sur les réseaux sociaux. Oui, mais c'est le numérique aujourd'hui, c'est Twitter, TikTok, etc., vous le savez. En tout cas, ce que je retiens, c'est que c'est difficile pour des spécialistes, journalistes ou chercheurs, politologues, de prendre la parole sur cette question sans se retrouver menacés par les uns ou les autres. Vous parliez du travail sénatorial qui est fait depuis de longues années sur ces questions. On va le détailler avec Quentin Calmet tout de suite. Quentin qui nous rejoint sur le plateau de Sens Public. Bonsoir Quentin. Bonsoir Thomas. Effectivement, au Sénat, on n'a pas attendu ce rapport pour alerter, et je reprends ce terme, sur l'entrisme des frères musulmans. Tout à fait. On pense en particulier à Nathalie Goulet, que vous évoquez, M. Reichart, sénatrice centriste de l'Orne et spécialiste de l'islamisme. Elle porte ces sujets au Sénat depuis des années. Elle avait ainsi été présidente d'une commission d'enquête sur la lutte contre les réseaux djihadistes en France, en Europe. C'était en 2015. Et en 2016, elle était rapporteure d'un travail sur l'islam de France. Elle alerte très régulièrement sur l'entrisme des frères musulmans lors des questions au gouvernement. Écoutez une interpellation cette année, le 16 octobre dernier, en particulier sur la responsabilité de l'Union européenne accusée de financer des associations en lien avec les frères musulmans. Écoutez. La Commission européenne vient de déléguer 4 programmes Erasmus à l'association Al-Sharq, connue pour ses liens avec l'islam radical, et a intégré au programme la faculté des sciences islamiques de Skopje et l'université de Gaziantep, qui vient de rendre un hommage vibrant à Ismaël Haniyeh, ancien responsable du Hamas, avec, je vous en prie, 250 000 € de subventions. Et il y a 15 jours, elle interpellait encore le ministre des Affaires européennes sur ce sujet. Oui, c'était le 7 mai dernier, effectivement, Thomas, en cause de nouveaux financements d'organisations proches des frères musulmans, selon Nathalie Goulet, qui reproche au gouvernement français son inaction dans ce dossier. Écoutez donc cette interpellation le 7 mai dernier. Monsieur le ministre, rien n'y fait. Ni les questions écrites, ni les questions orales, ni les rappels au règlement, ni les interventions au budget pour vous demander de diminuer un peu le budget de l'Union européenne pour éviter ces dérives. D'ailleurs, la Cour des comptes européenne cherche 7,5 milliards de subventions, ne sachant pas où elles sont versées, considérant qu'en partie, les subventions versées ne correspondent pas aux objets ni aux valeurs de l'Union européenne. Alors, monsieur le ministre, est-ce qu'on va enfin prendre des mesures pour que le contribuable
contribuable français et le contribuable européen cessent d'entretenir ces organismes en lien avec les frères musulmans. Je vous remercie. Voilà la sénatrice qui a ainsi déposé une proposition de résolution au Sénat fin octobre 2024 pour dénoncer ces financements européens à une liste d'associations problématiques qui est d'ailleurs mentionnée dans la résolution. Elle a aussi appelé le gouvernement à monter au créneau face à la Commission européenne. Et la sénatrice qui s'interrogeait d'ailleurs ce jour-là, le 7 mai dernier, sur le fait qu'un rapport avait été commandé, jamais publié. Ce rapport dont on parle justement et qui doit être rendu public demain. Thomas. Merci beaucoup. Quentin, il y a en France des millions de musulmans qui vivent leur religion tout à fait tranquillement et les islamistes radicaux, ils sont minoritaires, André Reichardt. Pourquoi on n'arrive pas, et on peut remonter beaucoup plus loin en arrière, je me souviens de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, on a cherché la date octobre 2002, il cherche déjà à faire aboutir un islam de France. Pourquoi on n'y arrive pas dans ce pays ? Écoutez, Pourquoi on continue de soupçonner comme ça, sans avoir forcément les données suffisamment précises, les mosquées en général ? S'il y avait un islam uni, why not ? Le problème, c'est qu'ils ne sont pas unis eux-mêmes. Vous avez des communautés qui sont d'obédience... C'est un peu lié à leur confession. Parce que c'est des communautés musulmanes nationales. Hein, voilà, vous avez les musulmans marocains, les musulmans algériens, les musulmans turcs, pour ne citer que les principaux. À côté de ça, vous avez naturellement les chiites. Il y en a sont beaucoup moins nombreux que les sunnites dans ce pays, mais il y a aussi des chiites. Après, vous avez les frères musulmans à côté. Et il est difficile. Je sais que certains, vous avez cité Nicolas Sarkozy, mais quels que soient les partis, je me souviens du ministre Cazeneuve, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, effectivement, qui avait travaillé sur notre rapport d'information dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui déjà essayait, après Nicolas Sarkozy, de créer une communauté musulmane nationale. Mais c'était totalement impossible. Moi, j'ai participé à des travaux de ce type. Très vite, ça a éclaté. Alors pourquoi on n'y arrive pas ? C'est à eux qu'il faut poser la question. Bernadette Sauvaget, c'est une mission impossible ? Alors moi, je voudrais rappeler quand même qu'on est face à quelque chose qui est historique. C'est-à-dire que depuis quasiment les premiers siècles du christianisme, on a l'introduction d'une nouvelle religion. Enfin, en France, ça date, ça commence à dater d'une 50aine d'années. Mais si on rapporte ça au temps long de l'histoire, c'est pas aussi compliqué que... Enfin, c'est une question compliquée aux yeux de nous, voilà, immergés dans une immédiateté. Je comprends pas ce que vous nous dites. Je suis vraiment désolé. Je suis désolée. Oui, non, ma question, je reprends la même question. Oui. Pourquoi c'est si compliqué de faire émerger un islam de France ? Parce que on est face à quelque chose, à une mutation qui est une mutation historique. La France n'a pas connu l'arrivée d'une nouvelle religion qui date d'il y a une 50aine d'années, depuis les premiers siècles du christianisme. Donc on ne sait pas faire. Voilà, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire. Donc vous dites c'est nous qui ne savons pas faire, et monsieur le sénateur dit plutôt c'est inhérent à la religion musulmane. On ne sait pas faire des deux côtés. D'accord. Je veux dire, la société française, la société politique, elle se fait progressivement. La société française est face à un défi, et l'islam est également face à un défi, puisque l'islam se retrouve en situation minoritaire. Donc il y a deux défis qui sont de chaque côté. Je crois que ça c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est qu'on a bien vu quand même que les choses commençaient à avancer avec Nicolas Sarkozy, avec les gouvernements successifs. Est arrivé, ce qui a compliqué terriblement la situation, c'est ce que connaît beaucoup mieux ma voisine à ma gauche, l'émergence de l'État islamique, la vague de terrorisme des années 2010, qui a considérablement crispé la question, et en même temps la montée des identitarismes avec la montée de l'extrême droite, où on revendique aujourd'hui que l'Europe, c'est judéo-chrétien, et c'est tout. Je veux dire, c'est un ensemble. On ne peut pas isoler cette problématique de l'islam de France ou de l'islam en France. Elle s'inscrit dans un schéma beaucoup plus large. Alors effectivement, parlons du djihadisme. Je vais essayer de revenir sur une question beaucoup plus pointue,
peut-être que c'est impossible ou difficile d'y répondre, Myriam Benrad, et je m'en excuse par avance. Est-ce que vous faites le lien entre certains des djihadistes qui ont pu frapper sur le sol français ou sur le sol européen et les frères musulmans? Oui, alors je veux dire deux choses. Bon, on sait à travers un certain nombre d'exemples de cas très concrets. Là, on ne parle pas du tout, je ne suis pas dans l'abstrait, hein, là on parle de cas concrets, qu'avant de prendre certaines instructions, certains ordres de combattants sur zone ou d'avoir des interactions essentiellement via l'outil numérique, hein, c'est aujourd'hui la génération Internet, avec un certain nombre de militants là vraiment très radicalisés, combattants dans les groupes, on sait qu'ils étaient, qui consultaient régulièrement un certain nombre de comptes, par exemple, qui justement dénonçaient l'islamophobie, qui dénonçaient une stigmatisation systématique des musulmans. Donc il y avait quand même, si vous voulez, un substrat intellectuel, à défaut d'être idéologique, au moins intellectuel, relayé en permanence, 24 heures sur 24, je suis désolée, à coups de flux, de tweets, etc., qui les a quand même intoxiqués suffisamment pour qu'ils fassent en dernier ressort le choix de la violence, même si ça reste des cas évidemment aussi très minoritaires, il y a ça. Et ensuite, il y a quand même aussi le contexte, je suis désolée, géopolitique, qui fait qu'un discours de ce type, par exemple, donc là en réaction au rapport Courtade-Gouillette, de dire, voilà, c'est la chasse aux musulmans, dans un contexte d'implosion du Proche-Orient. Alors le rapport, pardon, parce que le rapport, c'est le rapport qui sera présenté en Conseil de défense demain. Voilà. Merci. Et donc tout de suite, il y a un discours qui consiste à dire chasse aux musulmans. Qui est en pleine turbulence, enfin plus que turbulence, tout cela, bien sûr, quand même s'agrège pour créer des conditions qui je ne suis pas en train de dire qu'ils vont déterminer un attentat demain, un passage à la violence systématique, mais qui créent, en tout cas, oui, des phénomènes de rupture. Et une dernière chose, le préfet Courtade a été quand même délégué à l'égalité des chances. Donc je ne vois pas une personnalité qui va s'amuser à favoriser la discrimination des musulmans. Et puis François Gouillette est quand même, alors pour dire un mot de M. Gouillette, un éminent arabisant qui a été ambassadeur dans un certain nombre de pays arabes, qui a des affinités personnelles très fortes avec le monde arabo-musulman. Ça va être très compliqué quand même de les accuser d'islamophobie. Ce sont les deux auteurs de ce rapport. Voilà. Merci d'être précis. Alors ce rapport, il a été commandé en mai 2024. Il était sur le bureau de Bruno Retailleau dès son arrivée place Beauvau en septembre. Le ministre des Affaires étrangères l'a également reçu. Jean-Noël Barrot. Il a été remis à mes services également, mais il n'a pas été publié et c'est pour des bonnes raisons. Nous allons l'étudier dans le détail. Il fait suite à un travail de longue haleine par un préfet, un diplomate auquel je veux rendre hommage, qui vont nous permettre de repousser cette percée de l'islamisme radical dans notre pays qui s'en prend à la laïcité, pourtant clé de voûte de notre contrat social. Pourquoi ce rapport n'a pas été publié plus tôt ? Vous avez entendu pour de bonnes raisons. Bah oui, mais on aimerait bien connaître. Ça, c'est la phrase qui alimente tous les complotismes de la Terre. Hein. Donc c'est quoi ? Il y a des noms à ne pas citer. Il y avait des enquêtes à faire avancer. Comment on peut l'expliquer ? Il faut croire. On est quelques-uns, dont Nathalie Goulet à l'avoir souhaité beaucoup plus tôt, puisqu'effectivement, il a maintenant un an. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. Et vous saviez qu'il était là et vous aviez demandé à ce qu'il soit... Alors il avait été. Je ne savais pas qu'il était là. La réponse a été faite à Nathalie Goulet il y a 2 matins en disant oui, il va sortir incidemment prochainement. Je crois même d'ailleurs, à mon avis, que c'est une des raisons pour lesquelles il est sorti là. C'est parce qu'il y a eu une interpellation. Parce qu'il y a eu une pression des parlementaires. Il y a eu une interpellation très forte. Oui. Le 30 avril, Bruno Retailleau sur Le Figaro parlait déjà de ce rapport à sortir. Donc il y avait, on était dans l'anticipation de la sortie du rapport. Est-ce que vous liez, Bernadette Sauvaget, la sortie du rapport à un contexte international ? Il y a des pays arabes qui combattent les frères musulmans. Moi, je pense effectivement, l'interrogation que j'ai, moi, c'est l'accent qu'on met sur les frères musulmans, alors que la question de l'islam radical, elle est plus large, et je ne suis pas sûre que ça concerne en priorité les membres de Musulmans de France. Voilà. Pourquoi ? Donc on sait que depuis 2014-2015, la confrérie et persona non grata en Arabie Saoudite et dans les Émirats Arabes Unis, je veux dire, ce sont des alliés aujourd'hui de la France. Je veux dire, alors qu'on ne s'attaque pas à la mouvance wahhabite salafiste présente en France, alors qu'elle est... Qui, elle, est plus soutenue par l'Arabie Saoudite, c'est ça ? Non, mais j'essaie de mettre les mots et que pour tout
Voilà, donc moi je pense qu'il y a quand même aussi une question, cette insistance en tous les cas sur la question des frères musulmans, moi me pose question parce qu'on délaisse tout un pan de ce qu'on considère être l'islam séparatiste, etc. Et que pour des raisons politiques, et qu'il y a des raisons diplomatiques, il y a des raisons, on est dans un contexte qui est un contexte plus large. Aujourd'hui, les alliés de la France, c'est plutôt l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, et que effectivement, on sait que l'Arabie Saoudite mène une guerre à mort contre la confrérie, parce que c'est la confrérie qui a ramassé la mise au moment des printemps arabes et que ça fait extrêmement peur au pouvoir saoudien. Donc je crois qu'il y a des explications qui aussi sont peut-être plus larges que celles qu'on donne si vous avez l'occasion d'être face à Bruno Retailleau, je suis sûr que vous lui poserez la question de l'opportunité de sortir ce rapport à ce moment-là. Mais cela dit, je crois qu'effectivement, il y a un problème avec la configuration de l'islam. Il y a un problème avec un radicalisme islamique. Oui. Voilà, je veux dire. On a bien compris que vous ne niez pas cette réalité. Ça. Je veux dire, alors il ne faut pas mais peut-être ou pas se tromper de cible, ou élargir les cibles. Oui. Sophie, alors d'ailleurs, vous l'avez évoqué tout à l'heure, monsieur le sénateur, dans ce rapport, il y a aussi un point particulier sur lequel le ministre de l'Intérieur se concentre. Pas depuis quelques mois, depuis des années, c'est celui des élections municipales. Absolument, un point sensible aujourd'hui, alors que dans les 36 000, voire un peu plus, communes de France, des listes se constituent et des candidatures se lèvent en vue des prochaines municipales du printemps 2026. Invité de l'émission télévisée Esprit Libre du Figaro le 30 avril dernier, le ministre de l'Intérieur promettait déjà la sortie d'un rapport brûlant, celui dont nous parlons, sur l'action des frères musulmans. Il décrivait l'entrisme, frériste ou non, une organisation assez petite, une confrérie secrète pyramidale qui cherche à contrôler et à entrer dans des centaines d'associations sportives, culturelles, sociales et des listes municipales. Un mouvement anti-républicain et subversif, une vraie menace, avait rajouté Bruno Retailleau donc au Figaro déjà le 30 avril dernier. Selon lui, l'an prochain, les fréristes ou d'autres, en tout cas un islam radical, pourraient profiter des élections pour imposer des idées et des candidats. On parvient à contenir l'entrisme, mais l'année prochaine, il risque d'y avoir des entrées dans les listes municipales. Avec ce discours, si vous nous prenez, nous apporterons un paquet de voix, disait donc Bruno Retailleau. En 2019, il était alors sénateur vendéen LR et il avait déjà fait connaître ses inquiétudes avec un projet de loi pour tenter de faire interdire les listes communautaires aux municipales. Oui, d'ailleurs, c'était déjà à quelques mois des élections. Absolument, et puis c'était aussi quelques jours, on s'en souvient, avant une fameuse marche contre l'islamophobie qui faisait suite à une attaque contre une mosquée à Bayonne, et cette marche avait suscité pas mal de bruit et divisé la gauche. Face à la volonté parlementaire alors de Bruno Retailleau, le Premier ministre Édouard Philippe avait répondu « Ce n'est pas au gouvernement de décider qui a le droit ou non de se présenter ». Et on ne va pas s'endormir en regardant ailleurs, avait ajouté Matignon. On veut porter ce combat sur le terrain politique comme on le fait face au RN. Emmanuel Macron avait aussi, lui, soutenu il s'était prononcé contre cette interdiction devant le Congrès des maires. Alors, est-ce qu'il y avait eu plusieurs de ces listes, oui ou non, finalement ? Eh bien, en fait, c'est ça la question. Et selon le ministère de l'Intérieur, qui était à l'époque cité par l'AFP, en 2020, il y avait eu 10 listes communautaires. Elles avaient été recensées en France par les préfets en vue du scrutin. Une première, cependant, puisqu'aucun décompte de ce type n'avait été effectué auparavant. On verra bien s'il y en a un autre cette année. Et parmi elles, figurait celle menée à Garges-les-Gonesse dans le Val d'Oise par Sami Débat, fondateur du collectif contre l'islamophobie en France. Et il avait été qualifié, lui, au second tour. Merci beaucoup, Sophie, pour ce regard un peu dans le rétroviseur. Est-ce que ça veut dire qu'on a surestimé la menace liée aux élections municipales, André Reichart ? Surestimé pour l'avenir ? À l'époque, et donc peut-être pour l'avenir. Alors la question, c'est moins la liste, pour moi, la liste communautaire pure et dure, telle que vous les avez annoncées là, que... alors pour le coup, l'entrisme, et ça c'est, je répète, l'entrisme c'est à bas bruit. Oui. Je vais voir, j'étais maire pendant 17 ans, donc je peux vous en parler. On va voir le maire en disant qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur le maire vous savez, si vous me prenez sur la liste, vous aurez les voix. Oui, donc c'est pas une liste complète, c'est une personnalité qui rentre en position intéressante sur la liste et qui dit je vais vous apporter des voix. Voilà. Et moi je vois. Vous l'avez vécu ça ? Bien sûr. Bien sûr. Moi, je vois plutôt ça. Et pas spécialement dans la région parisienne. Je suis intimement persuadé que même dans la ruralité profonde,
peut-être pas des toutes petites communes, mais des communes, des bourgs-centres, etc. Voilà. Alors, peut-être pas faut qu'il y ait quand même, une communauté musulmane qui soi-disant, vienne voter massivement pour le candidat qui aurait intégré un frère musulman dans sa liste. On est en train de sauter d'un bord à l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, on parle de l'islam radical et après, on parle de représentation. Moi, je veux dire... si c'est un tenant de l'islam radical qui cherche à rentrer sur une liste électorale, c'est la même question. Non, oui, mais est-ce qu'il est véritablement un tenant de l'islam radical ? Mais après que des musulmans... mais je ne suis pas en train de faire un amalgame, Bernadette Sauvaget. Quand même, enfin, je veux dire, de quoi on parle ? L'entrisme, il est à tous les niveaux. Et puis, excusez-moi, à l'université, nous ne sommes pas d'accord avec nos collègues qui disent que M. Joulani amorce une transition démocratique en Syrie. On se fait mettre de côté. Je suis désolée. Si on était contre... Excusez-moi, non, mais là, c'est très important parce que ce sont des faits concrets. Si on était contre le pouvoir de Morsi en Égypte, je me souviens de cette époque très bien, on était mis en marche parce qu'on était des partisans des régimes autoritaires au Moyen-Orient, etc. Alors, vous allez trop vite parce que le président Morsi, c'était... Non, mais pardon, mais... Laissez-moi finir, juste pour faire le parallèle. Je me mets juste à la place de... C'était l'ancien président issu de la confrérie des frères musulmans qui avait pris le pouvoir. Personne ne peut le comprendre si vous ne le dites pas. Excusez-moi, je vais un peu trop vite. Alors, pardon, mais simplement, je peux vous assurer que lorsque le printemps arabe, en parallèle à ce que vous disiez, cet entrisme, a fait tout de même a porté au pouvoir les frères musulmans pendant un certain nombre d'années, qu'on mettait en garde contre cet islamisme, cet islam politique qui a été une catastrophe à l'échelle de la région, on se faisait taxer d'être pro-Sisi, pro-Assad, et mis en marge. Donc c'est pas une question d'islamophobie, c'est une question d'idée, d'idéologie, de pensée qu'ils veulent imposer. Et je vous laisse peut-être finir sur les listes électorales, moi c'est pas mon domaine, mais je peux vous dire que dans le champ universitaire, on s'est fait mettre en marge. Et vous avez suivi l'affaire Fabrice Balanche. J'ai été moi-même harcelée, mise en marge, parce que nous essayons de faire un travail, de conduire un travail objectif sur l'islam politique tel qu'il existe. Et c'est pas un épiphénomène ou une construction, excusez-moi, parce que c'est le discours de mes collègues, une construction imaginaire. Ils ont pris le pouvoir concrètement au Moyen-Orient pendant un certain temps. Vous vouliez peut-être conclure sur les listes électorales. Je demande simplement à voir dans le détail ce qui figure dans ce rapport qu'on aura demain sous les yeux. Parce que c'est quand même, merci de l'avoir dit, Courtade-Gouillette, c'est pas n'importe qui. Bien. Donc les auteurs du rapport. Les auteurs du rapport, voilà. C'est pas n'importe qui. Et on peut pas les taxer, comme vous le dites, de racisme ou d'islamophobie, etc., etc. Donc je pense qu'ils ont fait un travail très important quand même. Avec, d'ailleurs, le Figaro nous a dit ça. Bien. D'abord, ils ont eu le temps. Deuxièmement, ils ont fait des auditions, ils ont fait des déplacements, ils ont fait des analyses, des études, etc. Donc, moi, je demande à voir ce qu'il y a véritablement dedans. Voilà. Et après, je me prononcerai. Mais, encore une fois, le frérisme, les frères musulmans, ça existe. Et le fait qu'il y a un an, c'est pas Retailleau qui a fait ça, c'est Darmanin qui l'a demandé. Le fait qu'il le demande il y a un an, c'est pas conjoncturel, c'est pas de cette année. Bien. Le fait qu'il demande ça, c'est que certainement il y avait une raison. Bien. Et le frérisme, c'est justement ça. C'est pas des djihadistes. C'est un entrisme. Voilà. C'est un grignotage de la société progressif dans tous les domaines de la sphère politique, publique, bien. Dans le sport, etc. Et dès lors qu'on dit non, on n'est pas d'accord, on est mis au banc. Voilà. C'est ça que je veux voir. Je veux voir ça. Allez, un dernier mot, rapide. Non, mais moi je mets au banc en personne. Je rappelle juste des chiffres. Je veux dire, 136 lieux de culte, ça fait 7%. 7% des lieux de culte musulmans. 4000 élèves scolarisés. Scolarisés, je veux dire, 12 millions d'enfants et de jeunes scolarisés en France. Je veux dire, il faut juste ramener ça à des proportions raisonnables. Enfin, je veux dire, juste à ramener ça. Et d'ailleurs, justement, ça peut être un outil pour éviter l'amalgame. À la réalité, oui, mais justement, c'est ça. Je veux dire, si on utilise bien ces chiffres. Agiter en permanence le danger sur la République, je pense que ça ne fait que créer des situations de tension et d'angoisse on peut pas construire quelque chose de positif
et notamment parce qu'il y a effectivement à structurer cet islam de France, on ne peut pas le construire sur en permanence une situation anxiogène. Merci beaucoup, merci à tous, merci malgré les menaces que vous pouvez subir parfois d'être venus nous éclairer sur cette question. Merci monsieur le sénateur. Je vais rappeler Myriam Benrad, le titre de votre livre Mécanique des conflits qui est aux éditions Le Cavalier Bleu, et Bernadette Sauvager, on vous lit dans Libération évidemment. À bientôt sur Public Sénat.